Bienvenue dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 1er mai 2024. Voici les titres de notre éditorial. Le dimanche, le pape s'est rendu à Venise pour visiter le Biennale, la grande exposition d'art qui s'y tient tous les 2 ans. Le cardinal Parolin a exprimé sa conviction qu'après la mort du pape François, tout continuera comme maintenant, avec la même ligne que l'Église suit. Le gouvernement italien a adopté une loi qui permettra aux organisations pro-vie d'être présentes dans les centres où les femmes risquant d'avorter sont conseillées. Une étude exhaustive sur les allégations d'abus et de meurtre d'enfants autochtones au Canada a montré qu'ils n'ont jamais existé et que les allégations étaient fausses. Le gouvernement espagnol accuse l'Église d'être responsable de 400 000 abus sur des enfants et a décidé de les indemniser, bien que les crimes allégués soient prescrits. Le pape s'est rendu dimanche à Venise pour visiter le pavillon du Saint-Siège à la Biennale de Venise et pour célébrer la messe sur la place Saint-Marc. La journée du pape a commencé à 6h30 lorsqu'il a décollé de la Cité du Vatican à bord d'un hélicoptère qui l'a conduit directement après 1h30 de vol à la prison pour femmes de Venise où se trouve le pavillon du Vatican. L'Église n'a pas participé à la Biennale d'art de Venise depuis 2015 et elle le fait désormais avec une exposition située en prison intitulée « Avec mes yeux ». Le cardinal José Tolentino de Mendoza, actuel préfet du dicaster pour la culture et l'éducation du Vatican, est à l'origine de cette initiative. Le pape a été reçu à 8h par le patriarche de l'archidiocèse Francesco Moragli, entre autres. François a ensuite rencontré les 80 détenus dans la cour intérieure de la prison. Puis, dans le même hélicoptère, il a été transféré sur la place Saint-Marc où il a présidé la messe. 12 000 fidèles y ont assisté. Après la cérémonie, il est retourné au Vatican. Lors de la rencontre avec les artistes participants à la Biennale, il leur a demandé de faire de leur art une ville refuge pour débarrasser le monde de l'égoïsme. Il serait important que les diverses pratiques artistiques puissent s'établir partout comme une sorte de réseau de villes sanctuaires, travaillant ensemble pour débarrasser le monde du racisme, de la xénophobie, de l'inégalité, du déséquilibre écologique et de la phobie des pauvres. Venise est la première destination de François en 2024 après sa visite à Marseille en septembre et l'annulation de sa participation au sommet sur le climat de Dubaï en novembre en raison de problèmes de santé. Il prévoit un voyage éprouvant en Asie du 2 au 13 septembre qui le conduira en Indonésie, en Asie, en Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour. Le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, estime que rien ne changera avec le successeur de François et que l'Église suivra la ligne actuelle qu'il lui a fixée. Le cardinal secrétaire d'État s'est exprimé lors de la présentation du livre du vaticaniste Ignazio Ingrao, 5 questions qui secouent l'Église, en compagnie du ministre italien de la Culture, Sanguiliano. Vatican News rapporte certaines des déclarations de Monseigneur Parolin lors de la présentation du livre. La plus remarquable est la force répétée avec laquelle le cardinal italien a averti qu'il n'y aurait pas de retour en arrière sur les réformes entreprises par le pape François. Le numéro 2 du Vatican a ajouté que le discernement, qui n'est pas une simple intuition, mais le fruit d'une prière continue dans l'esprit, indiquera, dans le temps détenu, de ceux qui savent être patients, comment continuer et ce qui doit être fait institutionnellement. Selon le cardinal, précisément parce qu'il s'agit de l'action de l'esprit, il ne peut y avoir retour en arrière. Le cardinal Parolin assure que nous sommes face à des processus irréversibles.
Le gouvernement italien de Giorgia Meloni autorisera les organisations pro-vie à conseiller les femmes risquant d'avorter dans les centres gérés par l'État. Le Sénat italien a approuvé le décret autorisant les associations pro-vie à intervenir dans les centres de consultation familiale. Cette décision et le moment où elle a été prise sont très importants car ils font suite à la résolution du Parlement européen en faveur de la déclaration de l'avortement comme un droit de la femme dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'autorisation pour les groupes dits de soutien à la maternité d'agir aux côtés des femmes qui envisagent d'interrompre leur grossesse a été intégrée dans un décret sur les initiatives financées par le Plan national de relance et de résilience. L'amendement proposé par Lorenzo Malagola du parti Fratelli d'Italia avait déjà été approuvé par la Chambre des députés le 16 avril, juste avant les élections régionales en Basilicate, avec 185 voix pour, 115 contre et 4 abstentions. Le texte approuvé prévoit que les régions organiseront les services de conseil et pourront recourir sans charge nouvelle à accrue pour les comptes publics à l'intervention du sujet du tiers secteur ayant une expérience qualifiée dans l'accompagnement de la maternité. Le gouvernement espagnol a critiqué la loi il y a quelques jours lorsqu'elle a été adoptée par le Congrès italien, ce qui a suscité une réponse de Giorgia Meloni, Premier ministre du pays, lui demandant de ne pas s'immiscer dans les affaires italiennes. L'Italie a légalisé l'avortement en 1978. Environ 65% des gynécologues du pays refusent de pratiquer des avortements et ce pourcentage atteint 80% dans les régions comme la Sicile et les Marches, fief du Parti des Frères d'Italie. Des allégations contre des ecclésiastiques catholiques, les tenant pour responsables du meurtre et de la maltraitance d'enfants indigènes au Canada se sont révélées totalement fausses. Le 27 mai 2021 a marqué un tournant dans l'histoire du Canada après la révélation qu'un dispositif géoradar avait détecté des anomalies du sol dans un verger d'un ancien pensionnat de Kamloops, interprété comme des sépultures probables de 215 enfants disparus. L'école était dirigée par des catholiques et des anglicans. 3 ans plus tard, aucune trace n'a été retrouvée. Les médias canadiens, qui ont fait grand bruit, sont aujourd'hui silencieux. Après l'annonce par la Première Nation, Kamloops, de la découverte de tombes anonymes à Kamloops, de nombreux politiciens, dirigeants autochtones et médias ont jeté aux orties l'équilibre, la retenue et la prudence, transformant la vérité en victime. Christiana Gaori, basé sur le livre d'investigation de C.P. Champion et Tom Flanagan, reconstruit méticuleusement toute l'histoire, prouvant que pas une seule vérité n'a été dite. Il s'agissait d'un faux scandale médiatique promu par les grands médias canadiens qui refusent maintenant de reconnaître la vérité qu'ils ont piétinée. Ces mensonges ont provoqué une vague d'incendies d'églises dans le pays. Le débat public sur les questions relatives aux pensionnats indiens a été émaillé des affirmations suivantes, toutes fausses ou largement exagérées. Des milliers d'enfants disparus sont allés dans les pensionnats et n'ont plus jamais donné signe de vie. Ces enfants disparus sont enterrés dans les tombes anonymes, sous ou autour des églises et des écoles des missions. Beaucoup de ces enfants disparus ont été tués par le personnel de l'école après avoir été soumis à des abus physiques et sexuels, y compris des tortures explicites. Ce meurtre est, à proprement parler, un génocide. De nombreux restes humains ont déjà été localisés par Géoradar et beaucoup d'autres le seront au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête financée par le gouvernement. Il convient de noter que la quasi-totalité de l'Église du Canada, y compris le pape François, a prêté foi aux mensonges entourant les restes des enfants autochtones. Le pape s'est excusé à plusieurs reprises lors de son voyage dans ce pays d'Amérique du Nord.
Pour discréditer l'Église, le gouvernement espagnol l'accuse, sans aucune preuve, d'être responsable de l'abus de 400 000 mineurs. Le gouvernement espagnol accuse l'Église de s'être rendue coupable d'abus de 400 000 mineurs, mais comme ceux-ci ne peuvent être prouvés car ils sont prescrits, il a décidé d'indemniser les victimes présumées. L'Église a protesté que ce chiffre est faux et que le gouvernement n'indemnisera pas le reste des victimes, celles de l'Église ne représentant que 0,2% du total. Dans un communiqué, la conférence épiscopale espagnole a répondu clairement et fermement à la manipulation grossière et indigne annoncée par le gouvernement socio-communiste espagnol qui va indemniser avec des fonds publics les victimes d'abus sexuels déjà prescrits uniquement s'ils ont été commis dans la sphère ecclésiastique. La conférence n'a pas hésité à réagir immédiatement à l'attitude anticléricale honteuse du gouvernement de Pedro Sánchez qui ne cherche qu'à susciter au sein de la population espagnole un esprit d'animosité à l'égard de l'Église catholique, à l'instar de leurs ancêtres politiques du XXe siècle. L'excuse des socialistes et des communistes est cette fois-ci les victimes d'abus sexuels. Pour le gouvernement, il y a deux types de victimes, celles qui ont été abusées dans la sphère ecclésiastique, qui représentent une minorité du total, et le reste des victimes. Pour les premières, il y aura de l'argent public, même s'il y a prescription. Pour les autres, y compris les victimes mineures prises en charge par l'État, pas un centime. Le texte présenté, affirment les évêques, est basé sur un jugement de condamnation de toute l'Église réalisé sans aucune garantie légale, une mise à l'index public et discriminatoire de la part de l'État. En se concentrant uniquement sur l'Église catholique, il n'aborde qu'une partie du problème. Il s'agit d'une analyse partielle qui cache un problème social de grande ampleur. Notre éditorial vise à proposer des critères pour guider le vote des catholiques dans les situations où il y a des doutes sur l'inaptitude des candidats. Cette semaine, avec cette réflexion, je veux arriver à une conclusion qui semblera sûrement risquée à certains, voire erronée, une opinion que je respecte et que je respecterai. Et je partirai de 3 choses qui se sont produites ces derniers jours. Il y a 3 ans, en l'an 2021, un fait divers s'est produit au Canada qui a choqué le pays et fait le tour du monde. À proximité d'une ancienne école gérée par des religieux, mais appartenant au gouvernement canadien, on avait découvert, à l'aide d'une technique de géoradar, une série d'amas cachés sous le sol à proximité de l'école et qui, sans excavation et sans autre enquête, avaient été annoncés comme étant les tombes d'enfants qui avaient été recueillis, éduqués dans ces écoles et qui étaient morts victimes de tortures et d'abus sexuels, plus de 200, disait-on, dans une seule école. La nouvelle fut un choc. Les évêques canadiens demandèrent pardon, le pape lui-même demanda pardon et bien sûr les médias attaquèrent férocement l'Église, le gouvernement canadien, qui avait été le propriétaire de ces écoles, attaqua aussi terriblement l'Église. Plusieurs églises furent incendiées. L'Église s'est retrouvée sans défense face à toutes ces attaques, humiliée et sans la force de défendre ses principes non négociables, en particulier, dans ce cas, les lois de plus en plus permissives sur l'euthanasie que le gouvernement canadien de M. Trudeau était en train d'introduire. Or, cette semaine, un rapport a été publié qui prouve que tout était faux, que les alentours de la fameuse école ont été fouillés de fond en comble, que pas un seul reste humain n'a été retrouvé, que tout était faux, que tout était un coup de pub pour attaquer l'Église. Cette semaine également, non pas au Canada, mais en Espagne, le gouvernement socialiste communiste de M. Sanchez a présenté un projet de loi visant à indemniser les victimes d'abus sexuels commis par des ecclésiastiques ou du personnel travaillant dans l'Église. Selon ce gouvernement socio-communiste, il y aurait 4000 victimes et
Ils disent aussi que, comme beaucoup de ces cas, pratiquement tous n'ont pas été prouvés parce qu'ils sont prescrits. Ils vont indemniser les victimes dont les cas présumés n'ont pas été portés devant les tribunaux. La conférence épiscopale espagnole a immédiatement protesté à juste titre. Elle a déclaré, premièrement, ce chiffre est faux. Deuxièmement, si les affaires sont prescrites et n'ont pas été portées devant les tribunaux, comment pouvons-nous savoir si les allégations sont vraies au cas où elles se seraient produites, ce qui n'est pas le cas? Troisièmement, pourquoi le gouvernement décide-t-il d'indemniser les victimes de l'Église qui, selon toutes les études, représentent 0,2% de l'ensemble des victimes d'abus sexuels commis par des membres de l'Église et qui n'est pas le cas 2% de toutes les victimes d'abus sexuels sur mineurs et pas le reste des victimes, y compris celles qui ont subi les conséquences d'abus sexuels dans leur propre institut et écoles sous la protection du gouvernement et non dans les instituts ou centres de l'Église, parce que l'objectif est clair, attaquer l'Église, le faire passer pour un monstre aux yeux de la société civile. Et pourquoi? Parce que nous sommes en campagne électorale et que le gouvernement doit étouffer les nombreux scandales de corruption qui l'éclaboussent ou des scandales qui ne sont pas des scandales de corruption, mais qui sont politiques, comme la loi d'amnistie, etc. Troisième cas, en Italie, des nouvelles positives. Le gouvernement de Mme Meloni, qui est un gouvernement de coalition entre les forces conservatrices, que ses rivaux identifient immédiatement et qualifient de fascistes, tous ceux qui ne sont pas socialistes ou communistes sont par définition, selon eux, qui sont ceux qui décident des fascistes. Eh bien, le gouvernement conservateur italien, dirigé et présidé par Mme Meloni, a réussi à faire passer une loi au Parlement selon laquelle, dans les centres de conseil pour les femmes qui risquent d'avorter et qui se rendent dans ces centres pour demander des conseils, comme le prévoit la loi italienne, des représentants d'associations pro-vie seront également présents pour expliquer l'autre alternative dont disposent ces femmes avant d'avorter. C'est sans précédent en Europe et dans le monde. Il y a eu un scandale en Italie et de terribles accusations ont été portées contre Mme Meloni, mais bien sûr, c'est un développement très positif en termes de défense de la vie. 3 événements cette semaine. Je voudrais y réfléchir. Le gouvernement, tout ce que fait le gouvernement de Mme Meloni en Italie, tout ce qu'il fait est bon d'un point de vue moral. Je n'aborde pas d'autres aspects. Tout est bon. Est-ce que cela n'est absolument pas le cas? Tout ce que fait le gouvernement de M. Justin Trudeau au Canada ou de M. Pedro Sanchez en Espagne est-il mauvais? Absolument mauvais? Non. Mais en parlant de principes non négociables, il est clair que le gouvernement des uns n'est pas le même que celui des autres. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons essayer, en tant qu'électeurs catholiques, qui suivent ce que l'Église a enseigné, en particulier ces dernières années, qui suivent les principes non négociables, lorsqu'il s'agit de discerner comment voter, nous devons essayer de soutenir avec notre vote les partis qui, sans être parfaits, même s'ils sont loin de ce qu'un catholique voudrait dans certains domaines, représentent néanmoins un moindre mal. Et là, je pense qu'il faut clarifier quelque chose. Je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, et je comprends que le moindre mal sonne très mal pour certains, et je pense que c'est juste, donc je pense qu'il est beaucoup mieux, et je veux le faire à partir de maintenant,
de parler du bien possible, pas du bien absolu, pas de la perfection dans le monde réel dans lequel nous vivons, que d'un autre côté, nous devons essayer d'atteindre, mais du bien possible. Il y a un expert, un philosophe, un docteur en philosophie, un spécialiste de ces questions du bien possible appliquées à la politique, le docteur Rodrigo Guerra, qui dit ceci: se concentrer sur les exigences éthiques en négligeant la viabilité politique de ces exigences éthiques. La viabilité politique, de les rendre viables, aboutit généralement à tout perdre. Vous êtes un puriste, vous voulez que le parti pour lequel vous voulez voter soit parfait et s'identifie à 100% avec la doctrine sociale catholique. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est bien de chercher un parti qui s'identifie à 100% avec la doctrine sociale catholique et en particulier les trois principes non négociables. Mais que nous enseigne l'Église? Que nous enseigne Jean-Paul II? Que nous enseigne Saint Jean-Paul II? Lorsque Saint Jean-Paul II établit que les hommes politiques qui votent en faveur d'une loi sur l'avortement sont automatiquement excommuniés, il dit également qu'un homme politique catholique est autorisé à voter en faveur d'une loi sur l'avortement à condition qu'il empêche ainsi l'approbation d'une loi sur l'avortement qui soit beaucoup plus permissible que celle pour laquelle il vote. En d'autres termes, Saint Jean-Paul II établit le critère, laissons de côté le moindre mal, le critère du bien possible. Nous devons aspirer, nous devons nous efforcer d'atteindre le plus grand bien possible jusqu'à la perfection, mais en attendant, pendant que nous sommes ici et maintenant, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, nous devrons trouver une solution et une alternative. Bien sûr, cela vaut pour tous les pays. Je pense en particulier à ceux qui sont actuellement engagés dans un processus électoral comme les États-Unis ou le Mexique. Mais je pense que cela vaut, je le répète, pour tous les pays, y compris bien sûr l'Espagne, pour tous les pays. La première chose à essayer de faire est l'unité et de mettre de côté, autant possible, les différences entre ceux qui sont contre le plus grand mal. Je parle de principes non négociables et c'est ce qui a été fait en Italie. Entre les trois partis qui forment la coalition gouvernementale, il y a d'énormes différences et en effet, typiquement italiens, ils sont constamment en train de se battre les uns contre les autres. Mais ils ont réussi à faire passer une loi en faveur de la vie au Parlement. Ils savent mettre de côté leurs différences pour arriver à quelque chose de positif. Pourquoi cela ne peut-il pas se faire partout? Il faut d'abord essayer de réaliser l'unité entre ceux qui ont au moins beaucoup de choses en commun et qui s'opposent à ce mal plus grand. Si on n'y parvient pas et que considère que c'est grave, si on n'y parvient pas, et c'est la responsabilité de ceux qui sont les responsables, les représentants ou les dirigeants de ces partis, et je considère que c'est parce que leurs rivaux s'en servent pour diviser et diviser pour régner, a été depuis l'époque romaine, mais si on n'y parvient pas, parce qu'il y a des personnalismes, ou si l'on considère que les différences sont si absolues et gigantesques qu'il est impossible de parvenir à un accord, le lecteur catholique doit prendre des décisions. Et si votre vote représente la recherche du plus grand bien, du bien absolu, de la perfection, mais que vous obtenez que celui-ci représente le bien possible, être loin de ce plus grand bien que vous voulez atteindre, mais que celui qui représente le bien possible ne peut pas l'atteindre. Que doit faire l'électeur catholique? Doit-il choisir entre le bien possible ou doit-il choisir de tout perdre? Bien sûr, chacun doit agir en conscience, mais nous sommes dans une situation très grave à tout égard.
Je voudrais me référer aux trois principes non négociables. Il y a d'autres aspects tels que l'unité du pays. Je voudrais me concentrer sur cet aspect qu'en tant que catholiques, nous devons garder à l'esprit. Nous devons rechercher le plus grand bien possible. Nous devons le rechercher, mais en de nombreuses occasions, nous devons accepter et soutenir le bien possible. Un médecin, un chirurgien, doit essayer de faire en sorte que la personne sur la table d'opération en ressorte saine et intacte. Mais peut-être que si elle a la gangrène dans la jambe, il n'a pas d'autre choix que de lui couper la jambe, bien sûr. C'est un exemple médical qui, diront certains, ne peut pas être comparé à un exemple moral. Dans la pratique, malheureusement peut-être, mais dans la pratique, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Nous devons opter pour le bien possible et nous devons encourager les partis qui ont des points communs, même s'ils ne les ont pas tous, dans la lutte contre le plus grand mal. Nous devons encourager les partis à s'unir et si ce n'est pas le cas, au moins avec notre vote pour choisir le bien possible, parce que sinon, nous risquons de tout perdre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant des nouvelles sur l'Église, vous pouvez le faire à partir de notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.